tout ça, là, ça. S'il faut dépenser, je vais compter sur lui. Mais s'il faut suivre les enfants, non, ça. Il me dit non, c'est toi qui as la tête pour ça. Je dis bien sûr. C'est toi qui as la patience, bien sûr. Moi, je me souviens la première année. Ça, on peut demander encore à mon mari. Chaque jour, je dis chaque jour que je rentrais à la maison, je dis chaque jour, si je suis chirurgien aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je dis, je vais arrêter. Il me dit, tu continues. Bon, en plus, c'était l'Africain un peu à la dure, là. Il ne t'écoute même pas. Hein? Je veux rien entendre, tu continues. Et, et j'étais tellement épuisée, en fait, que je n'avais pas le temps de récupérer, de réfléchir. De... Mais tous les jours que je rentrais à la maison, parce que 100 heures à l'hôpital, c'est quand même que 2, 3 nuits, je vais passer à l'hôpital chaque semaine. Euh, un an, je disais, je vais arrêter. Il me disait, tu continues. Puis au bout d'un certain temps, j'ai compris qu'il ne comprenait pas. J'ai arrêté de lui parler, tout simplement. Mais je n'arrêtais pas de souffrir. Voilà. Et je trouvais que les gens étaient vraiment mauvais, c'était utile. La moindre petite erreur que je faisais, on ne me loupait pas. C'était repris, c'est-à-dire agrandi. Et quand je regardais les autres faire des erreurs, moi, je me souviens, c'est bien de partir des épisodes. J'étais en garde avec une chirurgienne et il y avait enfin, j'ai plusieurs épisodes comme ça, mais je vais raconter cet épisode-là. Il y avait un monsieur qui qui n'allait pas bien du tout. Il n'allait pas bien, il avait une inflammation de la vésicule biliaire. Et donc, il m'appelle aux urgences, je vais voir le monsieur. Et puis, je dis, il n'est vraiment pas bien, il faut qu'il se fasse opérer tout de suite. Et donc, j'appelle la chirurgienne. Et je lui dis, voilà, il y a un monsieur qui a une polycystite et puis il faut qu'on l'opère. Oh, elle m'a crié dessus. Tu me réveilles pour une cholécystite, ça ne peut pas attendre demain. Elle m'a engueulé, mais pas possible. Et tu l'hospitalises, tu le fais hospitaliser, et puis demain on va voir ça et tout. Sauf que le monsieur n'allait vraiment pas bien. Et toute la nuit, j'ai passé toute la nuit à la réveiller. Et à chaque fois, elle m'engueulait. Je lui disais, tu vas m'engueuler, mais tu vas venir. Et elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. À 7 heures du matin, le monsieur rendait l'âme. Et je me suis dit, waouh, là, puisque moi, le moindre petit truc que je fais qui va passer à prendre de cette proportion, là, il y a décès. Ça va chauffer. Hey, ça n'a même pas fait nique. C'est-à-dire, c'est comme si ne c'était rien. C'était mais incroyable. Je n'en revenais pas. C'est-à-dire que il dit qu'on ne lui a rien dit. On a tout fait pour étouffer la. J'étais là, mais attendez, quand c'est noir, on crie à pas possible. Et là, il y a décès quand même. Et c'est pas comme si n'était pas. Je dis, je vais l'embêter toute la nuit. Je ne sais pas combien de fois je l'ai réveillé. 4, 5, 6 fois. Je ne sais pas, mais je l'ai embêté. Chaque heure, je l'ai appelé. Il ne va pas bien. Je donne ses constances. Elle dit, c'est une polycystite. Ça attendra demain. Ça. Comme je ne dors pas, toi-même, tu ne vas pas dormir. Mais elle n'est pas venue. Et le monsieur, il est mort. Et de mon point de vue, au moment où il y avait indication chirurgicale, comme je l'appelais, il avait de grandes chances de survivre. Ça, c'est mon point de vue. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, les autres étaient mauvais. Euh, les autres étaient méchants. J'étais la victime. Et je cherchais qui allait venir pleurer avec moi. Et j'avais un mari qui ne pleurait pas avec moi. Il me disait plutôt, ah non, mais ressaisis-toi, fais ci, fais ça, tu es dur et tout. Et je me sentais vraiment seule. Je me sentais vraiment seule, malheureuse, triste. Euh,
je faisais semblant, on va dire comme ça. J'allais à l'hôpital la tête haute, mais le cœur était en miettes. Le cœur était en miettes. Le corps était en miettes aussi, d'ailleurs. Alors, comment on s'en sort? Comment on s'en sort? À un moment donné, j'ai fait un burn-out sévère, sévère, et j'ai arrêté de travailler. Je ne me suis pas admis tout de suite que je faisais un burn-out parce que j'étais la force incarnée, quoi. Rien ne pouvait me dépasser, même pas peur, même pas mal. Vraiment très, très young, très, très, très young dans le caractère. Et à me battre au travail, à me battre avec les enseignants, à me battre avec. Enfin bref, dans tous les sens. Et je parle des enseignants de mon fils, hein, qui ne voulaient pas qu'il aille à l'école, qui voulaient qu'il n'ait pas sa place, il fallait trouver une place, il fallait trouver des solutions, il fallait apporter des moyens, des outils. C'était mettre en place des stratégies avec un suivi derrière, avec des réunions régulières avec les enseignants, des réunions régulières avec le pédopsychiatre. C'était chaud. C'était chaud, chaud, chaud. Et donc, euh, j'arrête de. Je me dis que je prends un petit repos, mais je n'accepte pas encore que je suis en burn-out. J'ai mis 8 mois à admettre que j'étais en burn-out, à accepter que quelque chose m'avait dépassé. Parce que rien ne pouvait me dépasser sur Terre. Parce que tout ce que je faisais, je dis, tu veux faire médecine? Non, mais tu ne vas pas réussir le concours de médecine. Mais je l'ai réussi. Tu veux faire chirurgie? Ah, mais tu ne vas pas réussir le concours de chirurgie. En plus, tu as des enfants, tu es marié. Et bien, je l'ai réussi. Enfin, bref, rien ne me dépassait. Et, euh, et là, il fallait que j'admette que quelque chose m'avait dépassé. Donc, je raconte tout ça. Peut-être parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Ça, je pense que je ne suis pas la seule dans ce fonctionnement. On est dans un monde où il faut être fort, où il faut écraser les autres, où il faut être puissant, où il y a beaucoup d'injonctions comme ça. Je suis tombée dans ces erreurs-là. Ouais. Et ça m'a amené où ça m'a amené. C'est pour ça que j'en parle. Et donc, j'étais au fond du cul et puis je ne savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Et j'avais déjà d'emblée exclu les médicaments parce que je savais que ça allait m'amener à un endroit où je ne voulais pas aller. Allez, ouais. Ouais, ça allait me rendre, j'étais déjà mal, mais je crois que ça allait me rendre zombie. Je voulais pas devenir un zombie. J'étais déjà un zombie en quelque sorte, mais je voulais pas être des gens de zombies enfin, voilà, encore plus zombie que ça, quoi. Ouais. Et, et petit à petit, j'ai commencé je suis tombée par hasard sur un livre qui parlait de Vincent Normal Pile, là, je sais plus, Vincent, tu m'en Pouvoir de avais la parlé. pensée positive. Le pouvoir de la pensée positive. C'était le tout premier livre que j'ai lu sur le développement personnel, comme on l'appelle. Moi, je l'appelle le dépouillement personnel. Et, parce qu'il faut enlever plein de couches, en fait, de ce qu'on croit savoir de soi pour aller comprendre qui on est. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied là-dedans. Et puis, petit à petit, de lecture en lecture. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de vidéos sur Ouais. YouTube. C'était les débuts de YouTube. Hein. Au tout début, il n'y avait pas encore les vidéos et tout. Mais je faisais beaucoup de lectures et puis j'ai commencé à aller à des stages, à des séminaires et puis à des formations entières. Et en fait, moi, ce qui m'a... Alors, je fais ça pour moi, pour m'en sortir. Hein. Je ne faisais pas ça tellement pour... mais c'était vraiment pour sortir la tête hors de l'eau, quoi. Parce que j'avais l'impression que j'étais morte, quoi. C'est pas que j'avais l'impression que j'étais morte. J'étais Ouais. vraiment morte de l'intérieur. Et je me souviens, la première psychologue que je suis allée voir, parce que voilà, j'ai aussi voilà, fait psychothérapie, psychanalyse, avant d'arriver avec la pointe, j'ai fait beaucoup de choses en parallèle. Et je me souviens, la première psychologue que j'ai vue,
Elle m'a dit, mais madame, vous n'êtes plus en contact avec vos émotions.